Ce soir, nous plongeons au cœur d'une thématique cruciale pour l'enracinement de la démocratie et le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Nous avons le privilège d'explorer avec notre invité, M. Kouadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, son concept « Mon candidat, c'est la paix », autour des enjeux fondamentaux liés, entre autres, au double scrutin prévu le 2 septembre prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Élection locale inclusive dans un contexte apaisé. Quels enjeux? Ça fait l'actualité de ce soir. Davis Oyo nous propose un papier libre sur le concept « Mon candidat, c'est la paix ». Dès l'annonce de la date des élections en Côte d'Ivoire, un concept a vu le jour au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Il s'agit de « Mon candidat, c'est la paix ». Ce concept se veut un mécanisme de prévention et de résolution des poches de conflits pouvant entacher et troubler le cycle électoral. Il s'agit d'anticiper sur de potentielles violences avant, pendant la campagne et après la proclamation des résultats des élections municipales, régionales, sénatoriales et de la présidentielle. Depuis le mois de juin, les agents de ces deux départements ministériels sont sur le terrain. Le mode opératoire, sensibilisation de masse, porte-à-porte, conférences-débats, échanges directs et formation des populations sur les conséquences des rumeurs, des discours haineux et pour la culture du fair-play électoral. Les cibles visées par tout cet arsenal de prévention de conflits sont les leaders communautaires et partis politiques, les candidats, les associations de jeunesse et de femmes, les militants, les ONG et les médias. Sites visités et en vue, les régions et localités à haut risque de conflits électoraux. Ces différentes campagnes éclatées du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale se poursuivront jusqu'au mois de décembre 2023. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci donc à Davis Oyo pour ce papier libre. Alors, Monsieur le ministre, que vous évoque justement ce papier libre sur votre concept « Mon candidat, c'est la paix » ? Alors, comme vous le savez, notre pays, la Côte d'Ivoire, a été pendant longtemps un havre de paix, envié de tous dans la sous-région. Malheureusement, cette paix n'a pas survécu au père fondateur, le président Houphouët-Boigny. Depuis qu'il nous a quittés, nous avons passé trop de temps dans les querelles inutiles autour des élections. Oui. Querelles qui nous ont même entraînés dans la guerre. Depuis 12 ans, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de conduire son peuple à nouveau vers la paix, qui passe par la réconciliation, en entretenant donc la cohésion. Après tous les efforts qu'il a consentis, il a lui-même érigé un ministère spécialement dédié à la question de la réconciliation et de la cohésion. Comme Dieu nous aime dans ce pays, nous avons organisé, il y a 5 ans, des élections législatives les plus inclusives depuis que le président Houphouët est décédé, qui se sont déroulées dans un contexte vraiment apaisé. Les candidats, ceux qui ont gagné, ceux qui ont été battus, ont reconnu la victoire. Et aujourd'hui, notre démocratie s'est bonifiée. Elle s'exprime correctement à l'Assemblée nationale par la présence de l'opposition. La CEI a fait un travail extraordinaire. C'est pour maintenir cette dynamique que je suis sur ce plateau pour dire aux Ivoiriens. La CEI a récolté tous les dossiers des candidatures. Elle les a traités. Celles qui sont en harmonie avec les règles de ce pays ont été retenues et rendues publiques. Il y a une candidature qui est passée sous silence. C'est celle de la paix. Je suis venu leur dire à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes qu'en plus des candidats qui ont été retenus, il y a un autre candidat qui arrive. Celui-là, c'est mon candidat, c'est la paix. Il s'agit de faire en sorte que, autour de ces élections municipales et régionales, il y ait donc un environnement apaisé, que les discours soient des discours donc apaisés, que nous puissions désarmer donc nos langues, le vocabulaire, et faire en sorte que ce soit un moment d'affrontement dans les urnes et que les meilleurs gagnent, mais que la paix soit préservée. Alors, Monsieur le ministre, vous parlez donc de ce concept, vous avez été sur le terrain, mais est-ce que les populations sont réceptives ? Je suis heureux de vous le dire et de le dire à l'ensemble des Ivoiriens. Nous avons parcouru, et moi-même en tête, presque toutes les localités dans ce pays depuis 3 ans. Le constat que je fais, il est clair.
Les Ivoiriens ne veulent plus retourner dans le traumatisme qu'on a vécu hier. Mais il est plus heureux de voir que les jeunes sont les plus nombreux à ce rendez-vous de paix. Que les femmes, celles qui donnent la vie, sont les plus nombreuses également à ce rendez-vous de paix. C'est suffisant pour moi pour dire que ce pays-là a un bel avenir. Les Ivoiriens se mobilisent eux-mêmes, sans attendre le ministère. Ils font du bénévolat partout sur l'ensemble du territoire. Même les partis politiques ont fini par inscrire la paix, la réconciliation, la cohésion, au centre de leur programme. Tous chantent la paix, tous chantent la réconciliation. Il faut souhaiter que ce ne soit pas seulement que sur le bout des lèvres, car le président Houphouët-Boigny nous l'a déjà dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous sommes là pour le rappeler encore aux uns et aux autres, en plus des mots, faire en sorte que nos comportements suivent nos mots, les mots que nous prononçons. Alors, Monsieur le ministre, donc, vous avez pris la tête de ce ministère en 2020. La Côte d'Ivoire a connu des heures sombres, vous l'avez rappelé. Il y a beaucoup de séquelles et le président de la République a décidé de mettre sur pied justement le ministère que vous dirigez. Où en êtes-vous 3 ans plus tard? En termes d'organisation, en termes de présence sur le terrain, en termes d'action? C'est un ministère nouveau, donc qui se construit. Il faut lui donner un contenu. Oui. Quand nous sommes arrivés dans un contexte qui était celui de 2020, vous savez très bien, en sortant d'élection, la première chose, c'était tout de suite de poser des actions fortes, et le président l'a si bien fait, pour ramener de la calmie. Ensuite, il fallait faire en sorte que tous les Ivoiriens soient rassemblés en Côte d'Ivoire. Priorité a été donc laissée, donnée à ceux qui étaient à l'extérieur, et le chef d'État a tendu ainsi sa main. Vous savez, comme j'aime à le dire, c'est à deux qu'on se bat. C'est donc forcément à deux qu'on fait la paix. Pour qu'on aille à la paix, il faut qu'il y ait deux volontés qui s'expriment et qui se rencontrent. Le chef de l'État a exprimé publiquement, et par les actes qu'il pose au quotidien, sa volonté d'aller à la paix. Il a même tendu la main à tous ses compatriotes, à tous ses frères et à toutes ses sœurs. Tous ceux qui ont saisi la main tendue du président sont rentrés en Côte d'Ivoire et tout se passe bien. Les droits sont respectés, chacun va qu'à ses occupations. La main du chef de l'État, je le rappelle encore sur ce plateau, reste encore tendue. Que tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui sont convaincus comme nous que rien ne peut se faire dans ce pays sans paix, saisissent cette main tendue du président et que tous qu'on revienne pour bâtir ensemble la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de tous. Maintenant que ceci est fait, regardez vous-même ces ponts qu'on inaugure aujourd'hui, ces hôpitaux qui poussent, ces maternités qui naissent, ces universités qu'on construit, qu'on bâtit. Rien de tout ça ne peut être possible sans paix. Autour de nous, qui parle de construction de pays? Partout où il y a les coups d'État, partout où il y a des agressions. Non. Ça veut donc dire que nous avons pris conscience que plus jamais, ce démon qui nous a visités doit encore avoir la place à notre sein. Et en tout cas, c'est le mot du chef de l'État. Nous sommes après lui parce que je le dis aux Ivoiriens, c'est le plus grand architecte de cette réconciliation. Il a pensé, il a voulu, et nous sommes à sa suite pour travailler au grand bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Alors tout à l'heure, vous parliez, Monsieur le ministre, justement des Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire. 3 célèbres footballeurs, chanteurs sont rentrés, Gadi Sely, François Kensi, Serge Kassi. Alors est-ce qu'il a été difficile de les convaincre de rentrer chez eux? Non, c'est de leur dire simplement, la guerre est finie il y a 12 ans. Les plus grands antagonistes politiques sont entrés en Côte d'Ivoire, mais vous, qu'est-ce que vous faites à l'étranger? Gadi est un grand chanteur, nous le connaissons. Grand footballeur également. Grand footballeur, il a été grand footballeur. Oui. Il a été le premier capitaine des éléphants qui a brandi donc la Coupe d'Afrique et qui nous a fait vibrer dans ce pays. Leurs enfants, leurs cadets vont jouer la Coupe d'Afrique à domicile. N'oublions pas qu'à 84, on l'a organisé, on l'a perdu. Le président Oufou a dit à l'époque qu'on était encore des éléphantos. On ne peut pas se permettre d'organiser la coupe une seconde fois et la perdre. Donc il faut mettre toutes les chances de notre côté. Alors, en plus des qualités, du talent que ont ces enfants, si on crée un environnement autour d'eux, alors nous pouvons nous assurer qu'ils vont aller ensemble. Mais je pense que les Gadi Sely peuvent jouer un rôle. Ce qu'ils savent faire, c'est chanter pour booster les jeunes gens. Leur expérience du passé peut servir. Ils peuvent encadrer les plus jeunes. Ils sont venus. Je crois qu'ils se portent mieux. C'est ce que le président de la République souhaite. Alors, le 23 juillet dernier, justement, en recevant Gadi Sely, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit « Rien ne résiste à un peuple uni ». Votre message s'adresse à qui? À tous les Ivoiriens. C'est dans l'union qu'on est fort. C'est dans l'unité qu'on est fort. Bâtissons, alors là, sans relâche, l'unité de la Côte d'Ivoire. Nous sommes un peuple mosaïque. Oufou l'a voulu ainsi. Et je me plais à l'expliquer aux Ivoiriens. Il y a des mutations qui s'opèrent sous nos yeux. Ces mutations-là, nous devons adapter nos traditions, nos valeurs traditionnelles, à ces mutations qui s'opèrent sous nos yeux. La Côte d'Ivoire, c'est quoi?
quand j'expliquais aux parents ce matin à Boisseau, ainsi que chez nous au village, pourquoi on va dans nos villages pour parler aux parents? Parce qu'on a des valeurs. Chez moi, par exemple, en pays baoulé, on parle de matriarcat. On estime que c'est l'enfant de la femme qui est reconnu comme l'enfant qui est le sang de la famille qui peut accéder au trône. Mais à l'époque, les Baoulés vivaient en vase clos. On est convaincu que l'enfant qui sort de votre ventre, c'est l'enfant d'un Kwadio, d'un Kofi ou d'un Guessa. Mais désormais, le Baoulé reçoit des Nasser, des Libanais, le Baoulé reçoit des frères sénégalais, le Baoulé reçoit des Guinéens. Et il va sans dire que l'amour n'a pas de frontières. Eh bien, on va donc assister à des mariages pour faire des enfants. Mais si à Kissi, on est convaincu que c'est devant d'Akissi qu'on peut trouver le chef de village, peu importe qui a enceinté Akissi. Si c'est un Libanais, ça reste toujours le vent d'Akissi. Vous voyez, ces mutations qu'on a aujourd'hui, c'est ça qui fait la beauté de notre peuple. Faisons en sorte que certains messages xénophobes qu'on prononçait par le passé puissent disparaître pour que nous bâtissions ce grand peuple multicolore qui fait la beauté de notre pays. Est-ce que vous êtes persuadé d'avoir relevé le défi de la réconciliation et de la cohésion sociale? Nous sommes sur le chemin. Oui. Nous sommes sur le chemin. C'est un long processus. Oui. Et comme je dis, la paix, nulle part au monde ne peut être considérée comme quelque chose de définitivement acquis. Faisons en sorte qu'on puisse avancer le plus longtemps possible. Pour l'instant, j'observe que tout se passe bien. Comme aime le dit le président de la République lui-même, la paix est de retour. La paix est de retour. Contente et nous continuons de travailler. Sur le terrain, quels sont vos relais? Parce que c'est vrai que vous y allez, mais quand vous partez de là, hormis évidemment vos démembrements, quels sont vos relais sur le terrain? L'année prochaine, nous allons couvrir l'ensemble du territoire par nos directeurs régionaux. D'accord. En plus, les directeurs départementaux. Et même les comités locaux de paix, présidés par les sous-préfets, dans toutes les localités. Faire en sorte que dans tous les villages, il y ait un comité local qui s'occupe des questions qui peuvent donc être des freins à la cohésion. Vous savez, il y a les conflits fonciers, les conflits de toute nature. Il faut s'assurer qu'il y a une gestion de proximité de ces conflits, de sorte que ce qui peut trouver solution sur place trouve solution, ce qui peut remonter au sommet, nous remonte au sommet. Le tout, c'est d'être au maximum en alerte et veiller sur la paix comme du lait sur le feu. Alors, quelle est votre méthode? Quelle est votre méthode en réalité? C'est le pragmatisme. Le pragmatisme. C'est le pragmatisme. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, la vie ne s'arrête pas à ces élections. Quelles sont les perspectives donc, pour une Côte d'Ivoire totalement et définitivement pacifiée? Voyez-vous, pour l'instant, on ne retient que ce qui a causé les dégâts il y a quelques années, les élections, la politique. Bon, on va regarder, c'est un grand texte qui se profile à l'horizon. Si nous réussissons de ce cap qui arrive, c'est-à-dire les élections municipales et régionales, sans difficulté, nous allons rentrer en 2024. Il ne faut pas oublier que 2024, c'est l'année qui précède 2025, les élections présidentielles. Est-ce que 2023, justement, ne configure pas déjà 2025? Bien entendu. Mais si nous négocions efficacement ce premier virage de 2023, moi je suis confiant, je reste persuadé que tout se passera bien. Alors on rentre en 2024 pour préparer les élections présidentielles. C'est celles-là qui sont les plus importantes, les plus cruciales. Et il faut s'assurer que nous démontrions prochainement, en 2025, la grande maturité politique du peuple de Côte d'Ivoire, démocratique du peuple de Côte d'Ivoire, par des élections apaisées en 2025, pour que nous passions à autre chose. Parce que la vie nationale ne peut pas seulement se résumer seulement qu'à la politique. Alors, quels sont les enjeux, justement, vous parlez des enjeux de 2023, avant d'arriver, évidemment, à 2025. Quels sont les enjeux pour que ce scrutin, ce double scrutin, soit inclusif? D'abord, il faut expliquer aux Ivoiriens. Ce ne sont que des élections locales. Elles sont de développement, monsieur le ministre? Mais bien sûr, des zones locales de développement. Ça ne peut pas appeler à des conflits, à des confrontations. Sauf que... Pourquoi c'est le cas alors? J'ai dit que beaucoup d'entre nous estiment qu'ils ont des aptitudes pour s'occuper de la gestion des cités. Ok. Comme ils sont nombreux, il faut bien qu'on choisisse. C'est pour ça qu'on va aux élections. L'enjeu, c'est quoi? C'est le développement. Et le président a aussi bien compris qu'il n'a même pas attendu ces élections lui-même pour prendre ce bâton de pèlerin. Vous voyez ces boulevards qui s'ouvrent tous les jours, qu'on va inaugurer, l'autoroute qui s'en va maintenant, qui est à Boaké, qui va jusqu'à la frontière. La Côte d'Ivoire se porte très bien aujourd'hui. Et sur le terrain? Oui, et sur le terrain. Mais bien sûr. Ce que je vous dis là, ce sont les faits du terrain que je vous rapporte. Monsieur le ministre, alors on voit le gouvernement, l'opposition, les communautés, tout le monde parle de ces élections apaisées. Est-ce qu'il n'est pas temps de tourner la page justement de ces élections et surtout qu'on parle à chaque élection d'élections apaisées ou inclusives? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement organiser des élections tout simplement? Comme on sort
d'une élection qui a causé un traumatisme. Oui. Ça nous continue de nous hanter les esprits. Il faut souhaiter qu'un enfant qui apprend à marcher, ses premiers pas sont encadrés. Après quelques mois, on le laisse marcher tout seul. Le jour où le peuple de Côte d'Ivoire, les acteurs politiques ensemble auront démontré leur capacité à s'assumer en matière électorale, eh bien on mettra fin à tous ces discours. On n'a pas besoin de discours apaisés en France pour aller à des élections, aux États-Unis pour aller à des élections. Justement, notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire en arrive à ce stade. Nous parlons donc d'élections et comment parvenir justement à ces élections sans violence. Des Ivoiriens se prononcent et Monsieur le ministre, nous en parlons tout à l'heure. Nous ne sommes pas candidats. Notre rôle est de parler à la population, d'expliquer les choses telles qu'elles sont pour éviter qu'il y ait des affrontements, des troubles, des choses. Voilà, ça ne profite à personne. Moi, je dis à toutes mes sœurs de garder les calmes, dans la tranquillité, de choisir quelqu'un qu'elles-mêmes elles ont décidé de choisir dans la tranquillité. Lorsque le choix est fait, de ne pas s'insulter, s'injurier, se déchirer, s'entretuer à cause de quelque chose qui est passager. Donc, que chacun fasse la paix. Vu l'évolution de la Côte d'Ivoire, s'il y a un candidat qui n'a pas gagné ou qui a gagné, il faudrait que ça soit calme, ça soit une élection un peu relaxe, bien calme, parce que les choses passées d'avant, on ne peut plus revoir ça encore ici. Moi, j'exhorte à tous les Ivoiriens, tous mes amis ivoiriens, de s'engager aux élections, d'aller voter, de voter maximum, pour qu'on puisse voir que la Côte va changer. Voilà. Moi, je compte voter aussi pour mon candidat, pour que lui puisse s'asseoir au pouvoir aussi. Même s'il n'a pas gagné, ce n'est pas la guerre. On sera à la maison l'année prochaine, est là, dans 5 ans encore, on revient encore. On est là. Avec le vécu des Ivoiriens, face aux différentes crises, il y a une certaine maturité. Voilà. Et donc, je pense que pour les élections qui s'approchent, les municipalités, ça va se passer dans un climat assez paisible. Voilà, vu que les Ivoiriens ont pris conscience. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de se discuter, de s'agiter pour la politique. C'est un jeu et chacun est libre de choisir son adversaire, son candidat et respecter la victoire de l'autre. Monsieur le ministre, donc nous abordons l'axe 2 et je voudrais remercier Davis Oyo, Achille Guedreau et bien sûr au montage Pacom Afrier. Alors, axe 2, les Ivoiriens se sont prononcés sur des élections apaisées. Que vous inspirent ces propositions? Je voudrais donc profiter pour dire la chose suivante. Oui. En Côte d'Ivoire, l'élection n'est pas obligatoire. Ça veut dire que tout citoyen peut décider le jour du vote de ne pas aller voter. C'est son droit. Mais en même temps que vous avez le droit de ne pas aller voter, vous n'avez pas le droit d'empêcher que votre voisin aille voter si lui il veut aller voter. Vous ne voulez pas aller voter, vous restez chez vous. Mais dès l'instant où vous barrez la route à votre voisin qui veut aller voter, en ce moment-là, vous êtes à l'origine des troubles, donc des affrontements. Donc, disons aux Ivoiriens qu'il faut respecter le droit à la différence. Vous êtes libre, vous ne voulez pas voter, c'est votre droit, mais respectez le droit de l'autre qui, lui, veut aller aux urnes. Tous ceux qui ont pris la parole sont unanimes pour dire que nous ne voulons plus de spectre de violence en temps d'élection. Les Ivoiriens sont fatigués de cette situation. Nous voulons la paix. Et les conditions pour qu'on y aille, c'est d'abord le respect, le droit à la différence, c'est la tranquillité, le calme, c'est des propos non violents. Et puis je crois que le reste appartient aux urnes qui vont décider. Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai, hein, on a vu ces jeunes, beaucoup de jeunes s'exprimer. Alors, est-ce que vous comprenez que cet exercice qui est démocratique, on l'a dit, mais amène ou appelle toujours de la violence? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous êtes ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Pourquoi, pour cet exercice, il y a toujours cette violence verbale ou de la violence physique? Ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire sur l'apprentissage, n'est-ce pas, dans l'apprentissage, n'est-ce pas, de la démocratie. Vous savez, le président Houphouët et bien d'autres qui ont bâti notre pays après l'indépendance ont privilégié le développement, ont invité les Ivoiriens à demeurer dans un parti, dans un creuset. L'unité nationale s'est bâtie. C'est nous-mêmes qui, en 90, avons réclamé la démocratie, qui l'avons exigée. C'était une erreur pour vous? Je ne dis pas que c'est une erreur pour l'instant, mais ce que j'observe, c'est que depuis qu'on a cette démocratie, il n'y a plus la paix. Mais elle est là, la démocratie. Elle a ses exigences. Elle a aussi ses valeurs. Faisons en sorte que la démocratie ne détruise pas nos pays
Donc apprenons ces valeurs-là et conformons-nous à ces exigences. Voilà l'exercice, ça met du temps à s'installer dans nos mœurs, mais il faut continuer de faire les enseignements et promouvoir cette démocratie, d'où l'exercice de tous les jours que nous faisons. D'ailleurs, la démocratie, comment vous l'expliqueriez aujourd'hui, ou quelle est la définition que vous donnez à la démocratie? C'est la libre expression du peuple. Je dis toujours que la démocratie commence par les discours, elle se termine par le vote. Oui, nous sommes dans une cité. Eh bien, chacun se dit capable de diriger, soit une commune, soit un État. Comme nous sommes nombreux à dire nous sommes capables, il faut pourtant puisque le siège, le fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc comme le disait quelqu'un, il faut un seul. Mais comment on le trouve, ce seul-là? C'est comme ça que ceux qui ont inventé la démocratie nous ont enseigné ce que nous devons donc copier aujourd'hui. Allons-y voter. Les urnes sont là. Il y a tout un processus qui se met en route. Il y a le code électoral, il y a les urnes qui sont dégagées, il y a la liste électorale, les électeurs eux-mêmes, ceux qui sont aptes pour voter sont recensés. Donc, c'est un travail qui se fait en amont sur les 5 ans avec son aboutissement le jour du vote. C'est connu, il y a une date. On dit chaque 5 ans, oui, on renouvelle donc le mandat. Donc, on a voté il y a 5 ans. Le 2 septembre, ça fera 5 ans. Eh bien, c'est la date qu'a prévue la Constitution. Allons-y à ces élections, à cette date indiquée, dans la paix, que chacun aille choisir qui il veut pour sa cité ou pour sa région. Le 16, donc il nous reste 16 jours pour justement atteindre le 2 septembre. Est-ce que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale est inquiet? D'abord, moi, je suis optimiste. Bien. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste de nature. Oui. Ça fait 3 ans que je suis là également à ce département à m'occuper de réconciliation, de cohésion. J'ai des raisons d'être optimiste. Parce que je le dis partout d'ailleurs, plus personne n'attend le ministre de la Réconciliation pour prendre son bâton de pèlerin. J'ai même été invité, tu veux très bien, en Europe, en Suisse, des jeunes Ivoiriens qui s'organisent autour du Garba. Parce que le Garba est prisé et c'est le Garba de la cohésion. Vous voyez, les Ivoiriens, comme ils savent inventer, quand ils veulent de quelque chose, eh bien, ils s'impliquent, ils s'investissent. C'est une belle image. C'est une belle image. Le Garba pour la cohésion. Et donc, tous les Ivoiriens qui sont en Suisse, et même ceux qui sont en France, ceux qui sont en Italie, viennent ce jour-là, ils se retrouvent là autour du Garba, et puis ils parlent de cohésion, ils comprennent là la nécessité qu'il faut qu'ils soient ensemble, parce qu'ils sont loin de leur pays. Partout sur l'ensemble du territoire, hier à Béoumi, nous sommes allés nous adresser aux populations à Béoumi. On a été surpris agréablement d'ailleurs de voir des jeunes qui eux-mêmes prennent l'initiative d'organiser des tournois de vacances, de football autour de la cohésion nationale. Et c'est comme ça partout, nous sommes sollicités. Je vous dis, je suis confiant, les Ivoiriens sont donc en train donc, de développer cette culture de la cohésion, de la paix. Et je reste convaincu que dans peu de temps, eh bien, ce sera un mauvais souvenir de la guerre. Et puis les Ivoiriens vont revivre et montrer au reste du monde leur vrai visage de peuple de paix. Comment on garantit justement des élections inclusives, apaisées, avant, pendant et après? Avant, c'est déjà fait. Tous ceux qui désirent avant, c'est jusqu'au début de la campagne officielle. D'abord, les conditions à remplir, c'est que tous ceux qui désirent être candidats et dont les dossiers remplissent les critères doivent être retenus. Oui. La CEI ici est attelée. Les candidatures ont été examinées, ceux qui doivent être retenus ont été retenus sans difficulté. Après, les listes électorales ont été vérifiées. On a envoyé les uns et les autres pendant 2 mois, 3 mois. On a même repoussé la date. Ça aussi, ça a été fait sans difficulté. Maintenant, la date est connue. Tout le monde est d'accord. On va aller en campagne. Je crois que les conditions pour que les élections soient vraiment apaisées sont réunies. Comme j'aime le dire souvent, vous savez, en la matière, quand vous parlez, mon grand-père me disait, quand vous parlez aux chiens, il faut aussi parler à l'os. Le tout n'est pas de dire aux Ivoiriens, ayez des propos apaisés, n'allez pas faire de la violence. Mais le jour du vote, si dans ma localité, on a annoncé qu'il y a 20 urnes au total, on va voter et puis à la fin, à l'heure du dépouillement, on nous annonce 22 urnes. Les 2 urnes viennent d'où? Mais est-ce que c'est la responsabilité d'un électeur de réagir? Mais les 2 urnes supplémentaires peuvent être source de conflit ce jour-là. On n'a plus le temps d'expliquer quoi que ce soit à personne. Il faut faire en sorte que quand on a annoncé 20 urnes, que ce soit au dépouillement et effectivement, que chacun joue sa partition comme il se doit, de la transparence, de bout en bout, jusqu'à ce que les Ivoiriens n'aient pas d'autre choix que de respecter le verdict des urnes. Vous êtes membre du gouvernement. Alors,
et surtout ministre, je l'ai dit, de la Réconciliation, et nous parlons d'élections inclusives. Alors, qu'est-ce que vous avez entrepris ou mené pour que les femmes, les jeunes et bien sûr les populations vulnérables, je parle en particulier des handicapés, soient pris en compte? Écoutez, le président de la République lui-même ne cesse de le dire chaque fois, de demander aux femmes de s'impliquer, de s'intéresser à la vie de la communauté. On est même allé jusqu'à, je ne dis même pas imposer, mais dégager un quota de 30% accordé aux femmes. Quand même, nous faisons tout ce que nous faisons pour que les femmes comprennent qu'elles-mêmes, elles ont un rôle essentiel dans le foyer. Et vous pensez qu'elles ne le comprennent pas, Je monsieur crois le qu'elles le comprennent. Et la situation s'améliore de plus en plus. Elles sont nombreuses à prendre part au débat politique. Alors, les résultats, en réalité, les résultats amènent très souvent des violences, de l'incompréhension. Comment faire en sorte justement que tous les candidats acceptent ces résultats? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ce soir? C'est de dire la chose suivante. En amont, on a créé les conditions de transparence. Tous les dossiers ont été étudiés. Ceux dont les dossiers méritaient d'être retenus, ça a été retenu. À partir du moment où il n'y a pas eu de difficultés en amont pour désigner les candidatures, en aval, il ne devait pas avoir de difficultés non plus. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de dire la campagne va s'ouvrir. Il ne faut pas avoir des propos qui divisent, des propos qui insultent, des propos qui blessent. Il faut que ce soit une campagne civilisée. On y va sans violence. Je dis quoi? Le jour du vote, c'est chaque citoyen dans l'isoloir. Vous n'avez personne à vos côtés. Pourquoi donc se battre avant d'aller aux urnes? Une fois qu'on a fini, que ceux qui ont fini de voter aillent chez eux pour attendre les résultats. Faire confiance à la CEI pour qu'on proclame les résultats. Chaque candidat a son représentant dans le bureau de vote pour veiller sur ses intérêts. Quand tout cela est respecté, d'où peut venir donc le problème? Je crois que toutes les conditions sont mises en œuvre pour que nous ayons des élections apaisées. Elles sont inclusives en ce sens que tous ceux qui veulent y participer, personne n'a été empêché. Donc on va jusqu'au bout. Il ne reste plus que deux choses. La campagne et le vote. Justement, parlant de la campagne, hier, le porte-parole du président de la CUI, donc M. Ebrotier, dans un communiqué, a fustigé le fait que des candidats aient commencé la campagne électorale. Il a même parlé, et je le cite, d'incivisme. Quel message envoie-t-on aux jeunes qui regardent, Monsieur le ministre? C'est pour ça que je parle toujours de formation, d'éducation. Ce n'est pas évident que tout le monde maîtrise toutes les règles. Ce n'est pas évident. C'est possible? Ah oui, c'est possible, je vous le dis. La main sur le cœur, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, il faut sensibiliser, il faut éduquer et il faut former la classe politique ivoirienne. Il faut qu'elle soit de bon niveau. Ce n'est pas évident. Au sein des partis politiques, la formation politique, elle existe. Il y a même aujourd'hui des instituts de formation politique, Monsieur le ministre. Oui, il faut continuer. Il faut insister, il faut continuer. L'éducation citoyenne, il faut continuer. Vous parlez d'éducation citoyenne. Alors, la participation, justement, citoyenne est un pilier de la démocratie. Alors, comment le gouvernement encourage-t-il, justement, les citoyens à participer à ce vote et à faire entendre leur voix? Mais il y a tous les mécanismes qui sont là, d'abord. Le gouvernement, d'abord, nous avons fait le choix d'aller à la démocratie. Donc, on a autorisé d'abord les partis politiques, leur existence. Mais on ne s'arrête pas là. Tous les citoyens qui veulent même exprimer une candidature libre ont le droit de le faire. Vous êtes sûr? Vous avez des candidatures indépendantes. Oui. Mais oui, j'en suis sûr. Sauf qu'au sein des partis politiques, c'est même normal. Oui. Chaque parti veut la cohésion en son sein. S'il y a des contradictions qui peuvent œuvrer, à l'affaiblissement du parti, c'est normal qu'à l'intérieur du parti, on attire l'attention des militants sur les règles internes. C'est ce que chaque parti fait. Mais ça, ce n'est pas le rôle du gouvernement. Absolument. On ne s'en occupe pas. Nous, ce que nous retenons, eh bien, tous ceux qui veulent être candidats, ils le sont, c'est de créer un cadre d'expression plurielle qui se fait dans la non-violence, dans le respect des règles, eh bien, en la matière, pour que, eh bien, on ait des résultats qui vont satisfaire l'ensemble des Ivoiriens dans le calme. Fondamentalement, qu'est-ce qui manquerait à la Côte d'Ivoire pour organiser des élections apaisées avant, pendant et après? Parce que je reviens à votre concept, mon candidat, c'est la paix. Il ne s'arrêtera pas en 2023. Vous allez jusqu'en 2025. Qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qu'il manque, Monsieur le ministre? Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Moi-même qui vous parle, je suis un acteur politique. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a 5 ans, rien que la seule question de la CEI nous prenait 6 ans, 4 ans à nous battre, à faire des marches. Moi-même, j'ai organisé des marches contre la CEI dans ce pays. Aujourd'hui, ce débat commence à être loin derrière nous. Oui. On avance tout doucement. Les commissions électorales indépendantes, c'est une nouvelle trouvaille.
Il faut du temps pour que ça s'installe dans nos mœurs également. Une fois qu'on a fini par accepter, je dis aux Ivoiriens, le président de la CEI, là, il ne viendra pas de la Chine. Ce sera un Ivoirien forcément qui va être le président de la CEI. Heureusement, on en a trouvé un qui, depuis quelque temps, nous donne le sentiment que, et ça fait une première élection qu'il organise, dont les résultats sont acceptés. On va à la seconde élection. J'observe que, pour l'instant, le processus est sur de bons rails. Oui. C'est important. Donc, une fois qu'on aura fini avec ces questions de la CEI, qui va procurer donc la confiance à l'ensemble des Ivoiriens, je crois qu'on aura franchi un pas important pour que dans le futur, nous puissions donc tenir des élections vraiment apaisées sans qu'on soit obligé de faire encore des campagnes autour de ces élections. Vous pensez sincèrement et profondément que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont retenu les leçons du passé ou des passés? Je dis oui. Je dis oui. Dans leur grande majorité, les Ivoiriens ont retenu les leçons du passé. Voyez vous-même tous ces Ivoiriens qui vont aujourd'hui prendre des photos sur le nouveau pont qui vient d'être présenté aux Ivoiriens avant-hier, ils ont bien compris que la seule condition pour avoir ces ponts, c'est la paix. Et plus aucun Ivoirien n'est prêt à faire quoi que ce soit pour que le pays retourne encore dans la violence. Je le dis parce que je le sens, je le vis sur le terrain, partout où nous passons. Les Ivoiriens veulent la paix, ils veulent avancer, ils veulent le développement. Chacun veut que ses enfants aillent à l'école. Chacun veut que ses enfants, une fois qu'ils ont acquis des diplômes, puissent avoir du travail pour se construire, pour se mettre à leur disposition et préparer leur avenir. Je crois que c'est ça la priorité des Ivoiriens aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre, vous étiez le 31 juillet dernier aux côtés du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo. En réalité, c'était une sensibilisation et un lancement pour des élections sans violence armée. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ce n'est pas qu'il faut s'inquiéter. On se dit, il peut se faire qu'il y ait donc des gens qui soient en possession d'armes légères, qui soient tentés de s'en servir dans ces moments d'élection. Tout ça participe de la sensibilisation. Il faut parler aux uns aux autres. Et ceux qui nous ont invités ce jour-là, ce sont les hommes de métier, de la sécurité. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont les codes dans leur métier. Et donc, c'est ensemble un arsenal que nous mettons en place justement pour décourager tous ceux qui seraient tentés justement de faire usage de la violence dans cette période d'élection. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'inquiète, mais il faut prévenir. Il faut prévenir, mais justement, nous allons parler des réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que la sensibilisation est son plein. Vous êtes sur ce plateau justement pour ce plaidoyer. Sur le terrain, vous avez des démembrements, le médiateur également, le gouvernement, des ONG, l'ANP, les médias. Mais on entend encore et on lit encore des propos intolérants, haineux. Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Est-ce que ce n'est pas vain ce que vous faites de façon globale? Il faut justement continuer. Il faut justement continuer la formation, l'éducation citoyenne, l'éducation de masse. Il faut continuer de parler. C'est vrai qu'il y a encore quelques velléités, oui, mais je pense que dans une grande majorité, ces propos commencent donc à disparaître. Les Ivoiriens font maintenant attention. De plus en plus, je vais vous dire que nous surveillons les réseaux sociaux. Vous avez un mécanisme pour cela? Comment? Vous avez un mécanisme pour cela? Mais bien sûr. Mais ce n'est pas tout qui se voit sur la place publique. Absolument. Voilà, sur la place publique. Ce qui est important, c'est le résultat qu'on présente au peuple. Comment on y parvient? Quand il faut le dire, on le dit. Vous savez, la réconciliation, la cohésion, c'est le domaine du secret. Ce sont des choses que nous faisons très souvent la nuit. Et le jour, vous voyez les résultats, ce n'est pas tout qu'on met au grand jour. C'est quand on met au grand jour, ce sont les résultats. Et c'est cela dont il faut se contenter. Alors, les réseaux sociaux, on l'a vu, on voit beaucoup de choses. Et pendant justement les élections, il y a des fake news, des attaques directes. Et cela pourrait provoquer quelques incidents. Vous parliez de suivi. Mais c'est vrai que ce que vous menez, ou le mécanisme que vous avez mis sur pied, c'est quelque chose de secret. Mais est-ce qu'il n'est pas important de dire à ceux qui nous regardent ce soir qu'ils sont suivis, que la loi existe, monsieur le ministre, qu'ils sachent que... La loi existe. Ce n'est pas un bon exemple que je vais prendre ce soir, mais j'ai entendu parler d'un certain Peter 007. Il est en prison. Mais justement, les faits sont là, têtus. Comme la dernière fois, il faut que nos jeunes arrêtent d'emprunter ces chemins. On ne peut pas se donner pour métier, chaque fois, de prendre la parole en direct sur les réseaux sociaux pour calomnier, pour injurier, pour condamner, pour insulter, et surtout pour s'adonner aux fake news. Non. Ça a des conséquences parfois désastreuses. Donc, il faut donc arrêter ces comportements.
je dis de là où ils se trouvent, tous les jeunes, tous les Ivoiriens, à défaut d'être sur le territoire ivoirien pour participer physiquement au processus, il faut nous faire parvenir des ondes positives avec des mots, des paroles qui peuvent inciter vos voisins à venir investir ici. Vous croyez que quoi? Tout pays se nourrit de cela. Tous ceux qui ont de l'argent à investir pour se faire dans des bénéfices, bien investir, mais pas là où on fait la guerre. La Côte d'Ivoire ne peut attirer les capitaux étrangers que quand elle sera en paix, quand elle sera stable, pour attirer. Donc, tout ça participe de ce que nous devons créer comme condition pour que nous puissions donc être, pour plutôt attirer les capitaux étrangers, mais simples touristes qui viennent ici. Il y a des pays qui vivent seulement que de tourisme. Oui. La Côte d'Ivoire, mais attends, c'est un territoire à qui Dieu, enfin, un territoire qui a toutes les grâces du Seigneur. Regardez nos plages, que ce soit à Sini, que ce soit à Bassam, à San Pedro, allez-y à Korogo, allez-y à Yamoussoukro. Il y a de quoi attirer les capacités autres sont réelles. Nous, on a de réelles capacités, pourvu que simplement ceux qui veulent prendre l'avion pour venir en Côte d'Ivoire ne se posent pas de questions sur leur sécurité. Faisons en sorte que tous nous contribuons à cela. Notre pays en a besoin et nous aussi nous en avons besoin. Comment, pour ceux qui sont encore dans la méfiance, justement, comment on brise ce mur de méfiance pour construire la confiance? Je prends le cas de Gadji Seri. Quand je l'ai vu il y a 1 an, il était dans la méfiance, il est arrivé, lui-même vient de dire, attends, ce pays a changé, la Côte d'Ivoire est au travail. Je dis aux Ivoiriens, il n'y a pas de quoi être méfiant, il n'y a pas de quoi avoir peur. Revenez dans votre pays. Revenez simplement, vous rendez compte que votre pays seul peut tout vous donner. Revenez vous mettre au travail. Je dis, même quand vous avez le sentiment d'avoir tout perdu, ok, d'accord, mais il ne faut pas avoir honte de repartir à zéro. Le temps avance, on prend de l'âge, vous restez à l'étranger, qu'est-ce que vous y faites? Si vous y avez le bonheur, c'est tant mieux, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas Ivoiriens, qui sont sur notre sol, qui ont le bonheur. Si des Ivoiriens peuvent avoir le bonheur ailleurs, disons, comme disaient les chrétiens, alléluia, c'est ce que nous souhaitons. Mais si vous n'avez rien à faire là où vous êtes, revenez. N'ayez pas honte de repartir à zéro. Venez vous reconstruire. En Côte d'Ivoire, il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui viennent parfois nus, 3 jours après, ils sont habillés. Pourquoi vous qui êtes Ivoirien, vous aurez peur d'aller au travail pour vous réaliser, pour vous construire vous-même? On ne donne rien de gratuit à personne dans ce pays. Chacun doit apprendre à se battre et gagner son pain à la sueur de son front. C'est le pays du travail. Et le chef de l'État nous remet au travail, que chaque Ivoirien vienne se remettre au travail et pour se construire et construire son pays. Chaque Ivoirien doit se remettre au travail et doit rentrer au pays. Justement, Monsieur le ministre, combien aujourd'hui, nous sommes en 2023, en août 2023, combien y a-t-il encore d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes en exil ou à l'étranger? Mais je préfère dire en exil parce que c'est ceux qui étaient en exil que vous êtes chargés, entre autres, de faire revenir chez eux. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne en exil, il faut le dire. Oui. La petite poignée qui est restée, c'est très souvent, on confond les choses. Un Ivoirien qui est allé, qui a trouvé du bonheur au Ghana, qui n'a plus envie de revenir, il ne faut pas qu'on le considère comme un exilé. Bien sûr. Parce qu'il s'est marié, il a une famille, il a une vie au Ghana. C'est un Ivoirien qui a choisi de vivre au Ghana, ou au Togo, ou au Bénin, ainsi de suite. Mais des Ivoiriens qui vivent en exil, il n'y a quasiment plus. Il y a encore une petite poignée qui hésite, il n'y a pas de raison. Moi-même, je prendrai mon bâton de pèlerin, dans peu de temps, j'irai au Ghana, j'irai au Togo, pour voir si on peut encore ratisser les délais qui y sont. Nous, ici déjà, nous recevons nos frères burkinabés en détresse. C'est tous les jours que le gouvernement entier est au nord. Nous recevons nos frères burkinabés en détresse. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, eh bien, ils poussent un ouf de soulagement. Et vous intervenez à ce niveau? Mais bien sûr, parce que quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils trouvent leurs compatriotes, leurs frères ivoiriens sur place. Oui. Les questions de cohésion se posent. Donc nous sommes obligés de parler de sorte qu'on permette leur intégration et qu'il puisse y avoir la cohabitation sans heurts, sans difficulté. Donc si nous accueillons cela, ce n'est pas nos propres frères qui vont rester à l'étranger. Je dis aux Ivoiriens qui sont encore, qui hésitent, heureusement ils sont plus nombreux parce que c'est quasiment fini. Il n'y a plus de raison de dire qu'on ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Revenez en Côte d'Ivoire, votre pays vous attend, il y fait bon vivre aujourd'hui, il est en train de se construire, il est envié maintenant de tout le monde. Revenez ensemble parce que le pays a besoin de tout le monde. On va se remettre au travail pour reconstruire notre pays. Nous parlons toujours de paix et la journée nationale de la paix l'année dernière, c'était à Diokwe. Quel est le message? L'année dernière, nous étions à Diokwe. Oui. Parce qu'il faut dire que nous avons observé, quand nous sommes arrivés là, que 12 ans après
alors que la CPI avait exigé l'exhumation des corps à l'ouest de la Côte d'Ivoire, justement pour déterminer les circonstances dans lesquelles les uns et les autres ont trouvé la mort. Ce n'était pas le fait du gouvernement ivoirien. C'est la responsabilité de la CPI. Sauf que quand on a établi, qu'on a fait les enquêtes, la CPI n'a pas redonné les corps justement aux parents. Donc 12 ans après, vous ne pouvez pas continuer de parler de réconciliation, de cohésion à des parents qui n'ont pas encore fait leur deuil. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il fallait restituer les corps. Le 15 novembre passé, nous étions à Diokoué, dans l'ouest du pays, et le chef de l'État a autorisé que nous allions donc restituer les corps. Tous les corps ont été restitués. Nous sommes partis nous-mêmes à la faveur de cette occasion, de cette journée de la paix, faire le tour de l'ouest. Nos parents de l'ouest estiment qu'à l'ouest, il y a eu du sang versé. Oui, quand le sang est versé, on a sué le sol, et il faut des rites en la matière, des sacrifices à faire. Le chef d'État nous a donné les moyens pour ça. Je suis resté pendant des mois moi-même pour faire le tour de tous les camps de masques glaïens qu'il y a en pays où aujourd'hui, je crois que c'était... Vous avez respecté la tradition. Mais bien entendu. Donc, toutes les réparations psychologiques et tout ce que vous pouvez imaginer dans l'Ouest a été fait. Aujourd'hui, je crois qu'on parle de moins en moins de la question aujourd'hui. L'année prochaine, disons, le 15 novembre prochain, nous serons à Bouaké. Il ne faut pas oublier que Bouaké a accueilli la rébellion aux premières heures. Ensuite, il y a eu la guerre. Le président de la République a beaucoup investi dans cette région pour que la paix revienne. Il faut consolider cette paix. Il faut consolider cette paix pour que ces communautés qui autrefois vivaient donc en bonne intelligence reprennent leur vie d'hier, aussi bien à Béoumi qu'à Bouaké-Ville, à Botro et autour. Donc, le 15 novembre prochain, nous avons déjà fait le tour. Nous irons à Bouaké pour renforcer les acquis, pour renforcer la cohésion dans cette localité, parce que Bouaké a besoin de s'inscrire efficacement et durablement dans la paix. Bouaké est une ville carrefour. Bien sûr. C'est une ville carrefour. Je le dis hier, Bouaké est au centre. Et on dit que c'est le cœur, la Côte d'Ivoire. Nous savons ce que c'est que le cœur comme organe pour le corps humain. Si le cœur est malade, la vie s'arrête. Donc si Bouaké est le cœur de la Côte d'Ivoire, faisons en sorte que Bouaké soit en bonne santé pour le bonheur du peuple Côte d'Ivoire lui-même. Monsieur le ministre, quand on regarde, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est stable. Autour, il y a des pays qui ont des difficultés avec leur stabilité. Est-ce que cela n'est pas pour vous, non une alerte, mais surtout redoubler d'efforts par rapport justement à la réconciliation et la cohésion nationale? D'abord, nous sommes très solidaires de ces peuples, qui sont des peuples voisins, des peuples frères. Combien de Maliens sont chez nous en Côte d'Ivoire? Nous ne pouvons pas nous réjouir de voir le peuple malien souffrir comme il souffre. Combien de Burkinabés sont en Côte d'Ivoire? Combien de Nigériens sont en Côte d'Ivoire? Ce sont des peuples frères. Leurs malheurs sont notre malheur. Leurs bonheurs sont également nos bonheurs. C'est pourquoi le chef de l'État est vigilant, particulièrement vigilant sur ces questions-là, et il redouble d'efforts pour que la paix revienne dans ces localités, parce que la paix au Burkina, c'est la paix en Côte d'Ivoire. La paix au Niger, c'est la paix en Côte d'Ivoire. La paix au Mali, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, on n'y est pas encore parvenu, mais nous y travaillons au quotidien, et je vois les efforts au quotidien que déploie le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui s'en préoccupe, qui s'investit personnellement, corps et âme, pour que la paix revienne également dans ces localités. Parce que nul n'a le droit d'être heureux seul. Et vous savez bien que dès le départ, le président Oufoué a dit la phrase suivante, la formule suivante, son objectif, ce n'est pas de bâtir un oasis de prospérité dans un immense désert de pauvreté ou bien de guerre, de déstabilité. Non, donc nous devons faire en sorte que ces peuples-là soient aussi heureux avec nous. C'est le sens de notre engagement à leur côté. Nous sommes donc à quelques jours, on l'a dit tout à l'heure, de ce double scrutin. Quel est votre triptyque, monsieur le ministre, pour des élections apaisées en septembre prochain? Alors, en septembre prochain, je dis transparence, c'est quasiment garanti. Inclusion, ça aussi c'est garanti. Participation citoyenne, mobilisons-nous massivement pour aller à ces urnes dans la non-violence, dans les propos mesurés. Gardons la mesure jusqu'au bout, de sorte qu'à la fin du processus, les Ivoiriens eux-mêmes n'aient pas à contester les résultats. Nous en avons besoin pour conforter nos acquis. Nous avons besoin pour avancer plus loin, aller plus loin dans ce que fait le chef de l'État. Le président Ouattara nous demande une seule chose, l'accompagner. Oui. L'accompagner dans le développement, ce n'est pas nous tous qui irons prendre les machettes, les bulles pour construire les ponts. Mais tout ce qu'il nous demande, aussi simple, c'est que nous nous battions tous pour garantir la paix
la stabilité, la sérénité. Le reste lui appartient, il va bâtir le pays pour nous. Mais il ne peut pas bâtir le pays seul. Ah non, D'accord. une équipe qui bâtit. Oui. Je veux dire, ce pont-là qu'on vient d'inaugurer, est-ce que vous étiez sur le chantier, vous? Non, moi non plus. Non. Il y a les techniciens qui étaient sur le chantier. Oui. Mais tant qu'il n'y a pas de grenade, tant qu'il n'y a pas de machette autour d'eux, tant qu'il y a la sérénité, ils peuvent bâtir. Voyez-vous, le jour même de l'inauguration, on nous a dit que ce pont a été bâti de bout en bout sans qu'il y ait un seul blessé, sans qu'il y ait un seul mort. C'est extraordinaire. Donc ensemble, créons un environnement de paix pour que le président renforcé puisse bâtir la Côte d'Ivoire. Il peut aller plus loin si nous, on l'entoure, on l'accompagne de notre volonté commune de vivre ensemble, de bâtir la cohésion et la paix sur le territoire national. Par rapport aux axes et aux actions que vous avez menées, est-ce que vous avez le sentiment qu'il manque quelque chose pour que vous alliez au-delà? Nous irons forcément au-delà. Mais allons pas à pas. À chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas très souvent être trop pressé. C'est un processus qui est, qui est à ses débuts. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Par exemple? Je vous dis que la crise ivoirienne ne s'élimine pas seulement qu'à la crise politique. Oui. Il y a des questions liées au foncier, oui, dont on n'en parle pas souvent, mais qui causent encore beaucoup de morts. Il n'y a pas un mois, nous étions à Kosrou, dans un village à Diokrou. Parce qu'un village de Sekensi Bessedi a eu un affrontement avec Kosrou. Il y a eu un mort, beaucoup de blessés. Nous étions au nord de la Côte d'Ivoire, entre Diawara et Niélé, sur les questions foncières. Nous allons toujours à Gagnoa. Nous partons partout. Donc, nous nous battons au quotidien pour adresser efficacement ces problèmes au niveau local, au niveau régional, de sorte que nous puissions imaginer des solutions sur place et qu'ensemble, nous participions à leur règlement. Alors, ces questions justement foncières dont on ne parle pas beaucoup, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, tout ce qui se fait en ce qui concerne la réconciliation, c'est comme de la diplomatie, on n'en parle pas réellement. Mais est-ce que ça ne peut pas être un risque justement si ces élections ne sont pas apaisées et que des vieux démons se réveillent? Vous savez, quand nous sommes partis à l'ouest, par exemple, parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris beaucoup de mesures, beaucoup de lois dans le domaine du foncier, mais que malheureusement, beaucoup ignorent. Notre rôle, c'est de sensibiliser, d'expliquer. Nous partons avec la force sur le terrain. À Diokoué, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé tous les chefs de tous les villages, avec tous les présidents des jeunes de tous les villages, et les présidents des femmes de tous les villages. Et devant eux, nous avons fait venir le DG de la FOR et le PCA de la FOR, qui sont venus une journée, des heures, leur expliquer les dispositions que l'État prend en matière. Mais tous ont applaudi pour dire, mais enfin, ce sont des choses que nous ne savons pas, mais en réalité, qui donnent la terre aux paysans, aux parents que nous sommes. Donc, nous passons partout pour expliquer. Mais il y avait des dégâts. Il y avait eu des dégâts. Il y avait des dégâts, mais c'est pour ça que nous devons sensibiliser. Notre rôle, c'est justement ça. Que tant qu'ils vont ignorer les mesures qui sont en place pour eux, évidemment, dans l'ignorance, on peut tout faire de négatif, mais faisons en sorte qu'ils soient tous édifiés, tous éclairés, parce que nous partons vers eux pour les sensibiliser et pour les éclairer. Vous partez vers eux pour les éclairer et les édifier sur ce que le gouvernement fait. Ce soir, nous sommes sur ce plateau et vous êtes sur ce plateau pour parler d'élections inclusives dans un contexte apaisé. Monsieur le ministre, nous sommes presque au terme de ce numéro spécial de Ça fait l'actualité. Je voudrais vous entendre justement à travers un message pour les candidats, les jeunes, les femmes, mais également les institutions, même s'il est vrai que la CEU a fait un excellent travail. Votre mot de fin, monsieur le ministre. Mon mot de fin est celui-ci. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, chers compatriotes, le 2 septembre, nous irons aux élections. Les élections municipales et les élections régionales. Beaucoup de vos sœurs, beaucoup de vos frères estiment avoir les capacités pour diriger nos communes et nos régions. Ils viendront vers vous pour vous présenter leur programme ou leur projet. Tant qu'ils viennent avec des mots débarrassés d'injures, d'attaques et de violences, je vous demande de leur réserver, qui qu'ils soient, un accueil chaleureux. Ne vous lassez jamais d'écouter ceux qui viennent vous présenter leur projet. Vous écoutez, puisqu'en fin de compte, vous êtes seul dans l'isoloir à voter qui vous voulez. Il n'y a pas de raison de vous battre en amont comme en aval. Tant que les conditions sont respectées, les transparences sont respectées, comme c'est le cas, comme on l'observe jusqu'aujourd'hui, la CEI a pris toutes les dispositions.
pour ressasser tous ceux qui avaient une volonté d'être candidats. Tous ceux dont les dossiers étaient propres ont été retenus. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de difficultés. La liste électorale, elle a été travaillée au grand bonheur de tous les électeurs. Tout ce qui nous reste, c'est la campagne. Que ce soit une campagne civilisée. Restons dans la mesure. Un mot de trop qui peut causer un seul mort, il faut s'abstenir de le prononcer. Un acte de trop qui peut causer une seule mort, il faut s'abstenir de poser cet acte. Parce que ce qui compte, et ce pour lequel on est candidat, c'est d'améliorer la vie des autres. Mais pour que nous puissions améliorer une vie, il faut qu'elle-même, cette vie existe, il faut la protéger. Faisons en sorte que nos paroles et nos actes ne soient pas de nature à éliminer la vie des autres. C'est Dieu qui donne la vie est sacrée. Nul n'a le droit de prendre la vie à qui que ce soit. Seul à Dieu qu'il appartient de prendre la vie à qui il veut, quand il veut. Notre pays est sur le rail du développement. Et le chef de l'État donne au jour le jour ses aptitudes, ses capacités à bâtir un grand pays. Ces œuvres sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Toutes ces œuvres ne peuvent prospérer que à une seule condition, la paix. La paix sur l'ensemble du territoire. La paix, ce n'est pas l'affaire du seul président de la République, encore moins du ministre que je suis. La paix, c'est l'affaire de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Et je reviens pour terminer et dire, vous l'a si bien compris, pour dire que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Faisons en sorte que nos comportements suivent les propos que nous tenons, mais que ce soit des comportements de paix pour que la Côte d'Ivoire renoue avec sa vraie tradition, pays de paix, havre de paix, grenier de la sous-région, pays qui attire et qui est envié de tout le monde. C'est ça notre destin, pas autre chose. Merci infiniment, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau pour ce numéro spécial. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce numéro spécial de Ça fait l'actualité. Nous recevons donc le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kwadwo Konan-Bertin. Sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de développement. À nous de choisir. Merci à la DMI, merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Restez sur RTI 1, c'est ici que ça se passe. Bonsoir.